député de la France Insoumise. Merci Jean-Paul. Bonsoir à toutes et à tous. On m'entend bien? Ça va? Bon. Eh bien d'abord, merci pour l'accueil et surtout un grand merci et un grand bravo à Maxime Da Silva, que je connais bien, à Marie-Odile Lecourtois et à toutes leurs équipes qui les ont rejoints dans cette campagne pour leur courage. Car oui, on peut le dire, mener une campagne législative partielle dans une période comme celle que nous sommes en train de vivre, c'est particulièrement courageux. Vous et toutes les équipes qui vous ont rejoints, les différentes formations politiques, mais également les citoyennes, les citoyens qui ont bien saisi quelle était cette occasion. Je crois qu'il y a en France beaucoup de personnes qui aimeraient, comme vous, avoir l'occasion de voter dans la période que nous connaissons pour pouvoir s'exprimer sur les grands sujets que nous avons à traiter. Alors oui, je le dis d'emblée, vous allez devoir tout faire pour nous ramener Maxime Da Silva à l'Assemblée nationale. Vos visages en témoignent, les masques vissés sur vos visages. Nous allons sans doute devoir faire de la politique et faire vivre la démocratie durablement avec cette chape de plomb sur nos têtes qui est ce virus, ce Covid. Et avec le groupe communiste, le groupe insoumis à l'Assemblée nationale, cela fait depuis le mois de mai que nous réclamons la gratuité des masques. Car les masques, quand il n'y avait pas de stock, étaient prétendument inutiles. On a même entendu le concurrent de Jean-Paul Lecoq, M. Édouard Philippe, Premier ministre, nous dire qu'il était faussement protecteur. Et puis maintenant qu'il y a des stocks, il est obligatoire. Je dis ma conviction, oui, face à l'épidémie, le masque est utile. Mais s'il est utile et s'il est obligatoire, en particulier à l'école de la République, qui est obligatoire et gratuite, alors, séance tenante, le masque doit être gratuit. Et si ces messieurs-dames du gouvernement manquent d'inspiration pour trouver la ressource financière qui permettrait de le financer, nous avons une idée à leur soumettre. Rétablissez, fût-ce même temporairement, l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça fait 4 milliards qu'on peut injecter tout de suite dans la planification sanitaire. Par-delà la question des masques, et à l'heure où tout indique que les indicateurs sanitaires se dégradent, c'est bien évidemment du côté du personnel soignant et non soignant de l'hôpital public que nos regards se tournent. Car nous ne voyons pas que le gouvernement ait pris des décisions de planification sanitaire à la hauteur pour l'éventualité d'une deuxième vague. Qu'a prévu M. Castex pour éviter que l'on ait à reconnaître les scènes que nous avons connues il y a quelques mois à l'hôpital? Depuis cette salle, depuis Lillebonne ce soir, nous vous adressons un message clair. Les Françaises, les Français ne veulent plus jamais voir le personnel soignant porter des sacs poubelles à l'hôpital parce qu'il y a un manque d'équipement, un manque de blouses. Le personnel soignant a été applaudi pendant tous ces mois. C'est notre travail à l'Assemblée nationale de faire en sorte que ces applaudissements soient entendus et arrivent jusqu'aux oreilles du gouvernement et soient traduites dans la loi. Nous en aurons prochainement l'occasion lorsque l'on discutera du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée. Cette crise sanitaire, mes amis, vous le savez, en réalité est plus qu'une crise sanitaire. Le moment est éminemment politique, raison pour laquelle cette législative partielle a particulièrement du sens. Parce que nous ne faisons pas simplement face à un virus. Nous faisons face aux effets d'un virus sur un modèle économique, politique particulier, sur des choix politiques qui ont été faits et qui nous ont mis en situation de plus grande fragilité. Oui, la crise du Covid-19 et l'échec de ceux qui ont préféré toujours le grand déménagement du monde, comme quand il a fallu faire en sorte que la France n'ait plus de stock de masques parce que la Chine pouvait tout produire toute seule, sauf que quand la Chine est la première concernée par le virus, alors il n'y a plus personne et on n'y arrive pas.
C'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde à la relocalisation des productions essentielles. C'est l'échec de ceux qui ont refusé toujours la concurrence et la compétition généralisée plutôt que des cadres de coopération. C'est l'échec enfin, et ça a été magnifiquement dit par Jean-Paul Lecoq, de ceux qui ont préféré toujours le marché plutôt que l'État et la planification. Nous sommes les partisans de l'État et de la planification, y compris face aux grands défis qui nous font face. Alors, dans ce contexte si particulier où il y aurait tant à dire, un sujet, et c'est vieux comme la politique, s'impose. La sécurité. Alors oui, il faut en parler, évidemment, car c'est insupportable. Les délits, la délinquance, tout ce dont beaucoup trop ont à pâtir au quotidien. Néanmoins, nous appelons à un retour à la raison. Que l'on base nos analyses sur des faits, et non pas sur des surenchères du type de cette France prétendument orange mécanique, comme le dit un certain bouquin écrit par des amis de Madame Le Pen, maquillés sous pseudo pour faire avancer leur théorie, ou de cet ensauvagement que M. Darmanin, qui est plus occupé à se faire le porte-parole de certains syndicats de police qu'à mener une véritable politique au ministère de l'Intérieur, participe de toutes ces surenchères. Quelle est la réalité de la situation? Évidemment, je ne veux pas mettre de côté toutes les situations inacceptables. Mais la réalité est la suivante. L'INSEE, qui n'est pas un organisme rempli de communistes ou d'insoumis, nous dit que ces 30 dernières années, les violences interpersonnelles en France sont stables. C'est un fait. Hier, nous faisions, près de l'Assemblée nationale, un colloque sur la sécurité avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, quand on pose la question aux Français de savoir « Y a-t-il un problème de sécurité en France ?», 85% répondent « oui ». Et quand on pose la question « Oui, mais vous, madame, vous, monsieur, avez-vous eu à connaître des problèmes d'insécurité à titre personnel ?» Vous avez la proportion inverse qui répond. Donc on voit bien qu'il y a une désinformation sécuritaire qui ne permet pas de traiter le problème rationnellement. Car nous interrogeons, derrière les coups de menton, derrière les phrases, derrière les mots, quels sont les résultats de leur politique? Nuls, rien. La situation ne s'arrange pas sous l'effet des multiples lois que nous avons eu à connaître contre la délinquance et prétendument pour la sécurité. Nous appelons donc à un retour à la raison. Et nous rappelons une chose. Derrière la petite délinquance qui rend difficile la vie de beaucoup, y compris dans les quartiers populaires, derrière cette petite délinquance, il y a des réseaux, il y a des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, et beaucoup d'argent qui finit sur des comptes bancaires. Des réseaux de grand banditisme dont on ne parle jamais, ou si peu, qui fonctionnent comme une amorce, une pompe vers la petite délinquance. Car les amis, pour qu'il y ait des voleurs, il faut que derrière il se situent des receleurs. Et il est important d'en parler. Pour lutter contre la petite délinquance, il nous faut autre chose que les moyens actuellement déployés. Il nous faut un retour à la police de proximité, qui connaisse le territoire et la population, pour pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Oui, nous disons que depuis 3 ans, la police dans ce pays est très mal utilisée. Elle l'est beaucoup trop à la répression des mouvements sociaux, comme quand 32 gilets jaunes perdent un œil, 5 perdent une main. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on le voit à chaque fois, en France, avant Emmanuel Macron, manifester était un droit fondamental, et maintenant c'est devenu un acte de résistance qui demande parfois une forme de courage physique pour le faire. Nous adressons un message. Nous adressons un message parce que nous savons, nous ne généralisons pas. Oui, nous dénonçons les violences policières. Oui, nous dénonçons la montée du racisme dans les rangs de la police. Mais non, nous ne généralisons pas et nous ne disons pas que tous les policiers sont ainsi. Il y a dans la police, fort heureusement, une majorité de policiers qui ont en tête qu'ils sont des policiers républicains et qui savent ce que ça veut dire. Face à une manifestation, le rôle de la police républicaine n'est pas de se vivre en adversaire des manifestants, c'est d'encadrer la manifestation et de permettre qu'on exerce ce droit fondamental à revendiquer en France. Il faut des moyens supplémentaires pour lutter contre le grand banditisme. Il faut de la police judiciaire pour des enquêtes en haut des réseaux. Et malgré les coups de menton,
Aujourd'hui, M. Darmanin, dans les pas de son mentor, a son ensauvagement. Son mentor, lui, avait son Karcher, vous vous en souvenez. Mais celui qui avait le Karcher, M. Sarkozy, est aussi celui qui a ratiboisé littéralement les effectifs de la police. Eh bien, voyez-vous, parfois, on nous caricature, comme c'est facile, et on dit « oui, de toute façon, on vous connaît, vous êtes des manifestants, vous êtes anti-flics ». Mesdames, Messieurs, nous le sommes tellement que nous disons qu'il faut d'urgence en recruter 10 000 de plus pour soulager, y compris la police républicaine, 5 000 agents administratifs, un retour à la police de proximité. Il faut dissoudre l'IGPN, qui est une mascarade où 400 dossiers finissent simplement avec 2 qui sont discutés. On ne peut pas contrôler un corps dans l'entre-soi. Évidemment, il faut des policiers pour contrôler, mais pas que. Il faut accroître les formations, car vous voyez dans l'actualité, y compris ce journaliste qui s'est infiltré dans la police et qui dit qu'en l'espace d'à peine 3 mois, avec une formation qu'il qualifie de low cost, il se retrouve sur la voie publique en armes. Nous savons qu'il y a besoin de davantage de formation et je crois que les policiers eux-mêmes le réclament et que ce serait un honneur que de le faire. Monsieur Darmanin a décidé, puisque la drogue c'est de la merde, comme il le dit, et on peut être tout à fait d'accord avec lui sur ce point, de lutter contre elle en passant à la contravention sur les consommateurs et les usagers. Mais il y a une hypocrisie fondamentale là-dedans. Nous sommes le pays le plus répressif d'Europe et sans doute le pays le plus consommateur de cannabis. C'est bien que le tout répressif ne fonctionne pas. Mais surtout, quand on s'attaque à l'usager, il est faux de considérer qu'on s'attaque au trafic. Le trafic, lui, continue. Et hier, je découvrais les chiffres qu'une ancienne policière nous donnait. Elle nous expliquait que dans leur temps libre, en dehors des bureaux et en dehors de toutes les paperasseries qu'on leur demande de produire, 56% du temps d'un policier sur le terrain est affecté à la répression de l'usage de drogue. Pas des trafics, mes amis, de l'usage. Et parmi ces 56%, 90% pour l'usage de cannabis. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une politique de chiffres tout à fait lucrative. J'ai découvert que pour des policiers, il vaut mieux attraper 10 fumeurs de hashish qu'un braqueur de banque, parce que ça rapporte de l'argent, parce qu'il y a des primes à la fin du mois, parce qu'avec l'arrestation de ces personnes, simples usagers, eh bien vous pouvez avoir des primes qui atteignent jusqu'à 2 000 € par mois pour des commissaires et 800 € par mois pour des policiers. Voilà une politique qui est strictement inefficace. Si nous voulons une politique efficace en matière de santé publique, non pas que nous ayons un attrait particulier pour la fumette, mais la légalisation permettrait véritablement non seulement de tarir le trafic, et d'abord de tarir le trafic, mais aussi de mener de véritables politiques de santé publique pour que nos jeunes n'aient pas à fumer n'importe quoi, n'importe comment, sans encadrement. Voilà des éléments qui nous semblent être des éléments de retour à la raison. Si nous étions aux affaires, nous voudrions refonder intégralement la police républicaine de ce pays, avec un triptyque clair. La prévention d'abord, la prévention dont on ne parle jamais, ou si peu. Les éducateurs de rue ont disparu, le tissu associatif a été dilapidé de certains quartiers, les services publics reculent quand ils ne disparaissent pas tout simplement. Et après on s'étonne que la République perde du terrain et on invente aussi de jolis mots comme la reconquête républicaine. Commencez par remettre des services publics à proximité, des associations qui, Madame Schiappa, a enlevé les contrats aidés, qui ont véritablement mis en difficulté le tissu associatif. La prévention d'abord, la répression ensuite, mais à sa juste proportion, et la réparation pour tous ceux qui ont eu à connaître de ces actes. Refonder la police intégralement, je l'ai dit, et notamment en recrutant et en faisant en sorte qu'enfin, on redonne véritable sens à un mot qui ne serait pas celui du maintien de l'ordre, car on se demande parfois de quel ordre il s'agit de maintenir. Si c'est l'ordre établi et ce que nous avons sous les yeux, très franchement, ça n'est pas l'ordre républicain que nous appelons de nos voeux. Il s'agit de réhabiliter cette idée qu'un policier est d'abord et avant tout un gardien de la paix. Alors, en matière de retour à la raison, on ne peut pas dire que sur votre circonscription, vous soyez particulièrement aidés. J'ai découvert ce magnifique tract, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, de M. Montier, sur la racaille qui tue près de chez vous, bien évidemment toujours issue de l'immigration, avec des nominations derrière, et je dis, cela est abject. Cela est abject et participe d'un climat qui est tout sauf républicain. Car la République, c'est d'abord l'unité du peuple en France. Et ce genre d'anathème, ce genre de racisme ambiant parfois, que l'on voit jusque dans les colonnes d'un journal,
contre une députée de La République, Danielle Obono, comme il s'abat sur beaucoup trop de nos concitoyens quotidiennement, est intolérable. C'est intolérable et c'est suffocant. Car face aux défis que nous avons à affronter, Jean-Paul en a cité certains, le plus important, bien évidemment, combattre ce qui disconvient, mais le plus important, c'est de protéger ce qui fait notre unité. Car nous le savons bien, face au changement climatique irréversible, face à tous ces défis, beaucoup de considérations qui nous occupent vont être reléguées, sinon au second rang, au troisième, au quatrième. Lorsqu'on devra se poser la question de savoir concrètement ce qu'on fait lorsque le niveau de la mer montera, croyez-moi, les considérations de couleur de peau, d'appartenance religieuse et tout le reste seront reléguées à un autre point. Nous alertons sur le racisme grandissant qui est contraire aux valeurs de la République. Et parce que nous sommes des républicains convaincus et conséquents, c'est bien l'unité du peuple en France qui nous occupe d'abord. Et à l'heure du procès des attentats de Charlie Hebdo et des attentats qui nous ont meurtris en 2015, il faut rappeler, mes amis, que ceux qui ont commis ces actes odieux poursuivaient un objectif politique. Instaurer un clivage en France, une dislocation entre, d'un côté, les musulmans et le reste du peuple en France. Eh bien, nous disons haut et fort que nous ne voulons pas leur donner le point et que nous ne supportons pas qu'à longueur d'antenne, parfois sur les plateaux télé, certains favorisent cette ambiance. Nous ne voulons pas du choc des civilisations en France. Nous voulons vivre unis et en paix. Emmanuel Macron installe Madame Le Pen dans ce paysage comme sa principale adversaire parce que, croit-il, s'il est face à elle, en toute hypothèse, il sera élu. Nous alertons du danger. Oui, c'est dangereux, de plus en plus, et c'est insupportable de le voir courir derrière, de voir M. Darmanin utiliser ce vocabulaire. Nous alertons sur le fait que son projet de loi sur le séparatisme va encore une nouvelle fois considérer que quelques-uns sont tous suspects, ce qui est faux. Et de rappeler une chose, c'est que beaucoup de responsables politiques dans ce pays qui se parent derrière le manteau de la République et de la laïcité méconnaissent fondamentalement ce qu'est la République et la laïcité. Car, messieurs, dames, la laïcité, ça n'est pas un joli mot pour détester une religion ou les personnes qui s'en réclament. La laïcité, c'est un des piliers de la République qui précisément est là pour garantir l'unité du peuple en France. C'est quelques principes qui disent que nous sommes tous égaux en droit, sans aucune discrimination, et que l'on sépare strictement la politique dans le domaine public de la religion dans le domaine privé. Voilà ce qu'est la laïcité. Ça et rien d'autre. Quand M. Macron s'en va récupérer le titre de chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, c'est une rupture avec le contrat républicain et laïque. Quand M. Valls, qui donne toujours de grandes leçons en exercice ministre, assister à la béatification d'une cathédrale à Troyes, c'est une rupture avec le pacte républicain et laïque. Quand l'extrême droite favorise des écoles confessionnelles ou privées, c'est une rupture avec le pacte républicain. Et oui, dans la loi, il y a déjà tout ce qu'il faut pour lutter, car il faut lutter quand il y en a, contre les discours obscurantistes. Mais nous sommes déjà armés pour le faire. Il n'y a pas besoin de toutes ces comédies, de lois sur le séparatisme, alors qu'il y a un séparatisme que M. Macron organise et dont on ne parle jamais, celui des plus riches qu'il gave et qu'il continue à gaver en cette période, comme on l'a vu pendant le Covid. Pendant la crise sanitaire, de mars à mai, les 25 plus grandes fortunes du monde, de mars à mai, ont accru leur fortune de 255 milliards d'euros. C'est-à-dire, pour chacune et chacun d'entre elles et eux, 13 000 euros par seconde. C'est-à-dire en une seconde ce que gagne une personne payée au SMIC en 11 mois. Voilà un séparatisme dont nous souhaitons parler. Car bien évidemment, beaucoup disent « je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches,
mais c'est insupportable de voir autant de pauvres. Mais précisément, il y a un lien entre les deux. Et comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Car la richesse produite est extrêmement mal répartie. La France est un pays riche. C'est un pays très riche, mais un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres. Et parmi eux, 3 millions de jeunes. On en parle de ce que cela produit ensuite, des situations sociales, du fait qu'un adolescent sur 5 tente de mettre fin à ses jours, de toutes ces situations catastrophiques que l'on connaît. Ça, il faut en parler, plutôt que toutes les surenchères auxquelles nous avons droit dans cette période. Voilà des sujets que nous souhaitons aborder. La première insécurité dans cette période, c'est l'insécurité sociale, d'abord et avant tout. Au moment où, à tour de bras, chaque jour, et Jean-Paul peut en témoigner avec moi, sur nos bureaux, s'amoncellent les dossiers d'entreprises qui licencient. Bien sûr, chaque dossier a un nom différent, mais les recettes à l'intérieur sont profondément les mêmes. Évidemment, beaucoup de sociétés, y compris en particulier celles que nous voulons favoriser, aider, accompagner, les PME, les TPE, souffrent particulièrement dans la période. Mais à côté, nous voyons au grand jour le visage des profiteurs de crise, de ces grands groupes qui se sont gavés de CICE et autres argent public sans contrepartie pour licencier à tour de bras comme on le voit aujourd'hui. Je pourrais citer des tas d'exemples. Jeudi, j'irai dans les Hauts-de-France aux côtés des salariés d'Auchan. Auchan, avec à sa tête M. Mullier, 6e fortune de France, 26 milliards d'euros, est un groupe qui depuis 2013 a bénéficié de plus d'un demi-milliard de CICE et qui s'apprête à procéder à 1500 suppressions de postes. Eh bien, nous disons une chose, et cette bataille, nous allons la mener à l'Assemblée nationale, et Maxime sera un renfort utile pour cela. Plus d'argent public sans contrepartie sociale et écologique. Et je vais même aller plus loin. Les entreprises qui ont bénéficié à plein des aides publiques et qui, malgré tout, licencient, devraient rembourser l'argent des Français. Alors, ça a été dit, c'est l'heure d'un plan de relance. Et quand on voit 100 milliards, on se dit 100 milliards, c'est énorme. Mais en réalité, 100 milliards, si on compare à ce que font par exemple nos voisins allemands, c'est bien peu. Quand l'Allemagne perd 6 points de sa richesse nationale, elle en injecte 20 dans sa relance. Quand la France perd 10 points de sa richesse nationale, elle en injecte 2. Tout de suite, les 100 milliards sont à relativiser. Et puis vous savez que dans ces 100 milliards, il y en a 40 victoires historiques, nous a dit Emmanuel Macron, qui nous viennent de l'Union européenne. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous a précisé que ces 40 milliards seraient débloqués à certaines conditions et que bien sûr l'Union européenne verra particulièrement à ce que la France produise de nouvelles réformes structurelles, comme par exemple celle des retraites dont on vous a parlé tout à l'heure. Et les Français, compte tenu de ce qu'ils contribuent au budget européen dans cette affaire, vont même devoir payer davantage que ce qu'ils vont bénéficier, 26 milliards au total, que cela va nous coûter de plus. En résumé, Emmanuel Macron est allé négocier au Conseil européen avec une voiture de course, il est revenu avec une paire de patins à roulettes et il est sur TF1 pour dire « Victoire historique, nous ne sommes pas dupes, monsieur Macron, nous ne sommes pas dupes ». Ce plan de relance, il est signé. C'est M. Roux de Bézieux du MEDEF qui l'a bien résumé. Il a dit « Globalement, ce plan de relance, c'est ce que nous avions demandé ». Ben tiens donc, évidemment, un nouveau catapultage de milliards sans contrepartie et donc sans doute avec les mêmes effets. Vous vous souvenez comment du CICE, les 20 milliards d'euros par an d'argent public dépensé sans contrepartie, il y avait un petit pins très à la mode que portait M. Gattaz avec 1 million d'emplois dont nous n'avons jamais vu la couleur. Ça suffit. Ça suffit. Nous avons de meilleures solutions pour relancer l'activité et l'emploi. Oui, comme l'a dit Jean-Paul, et le puissant syndicat de la métallurgie allemande s'est prononcé là-dessus. La dernière fois que nous avons créé véritablement de l'activité pérenne dans ce pays, c'est quand nous avons diminué le temps de travail. Et avant même la crise du Covid, 80% des embauches qui étaient réalisées étaient des embauches en contrat court, en contrat parfois de moins d'un mois, de moins d'un jour. Eh bien, nous disons que la diminution du temps de travail est une perspective pour la création d'emplois, que nous pourrions en effet, Jean-Paul, passer des 35, qui d'ailleurs ne sont pas appliqués dans le pays, aux 32, d'aller vers la retraite à 60 ans comme nous le proposons, et pourquoi pas une 6e semaine de congés payés. Vous allez me dire, il est en train de nous faire une liste au Père Noël, mais pas du tout les amis. Parce qu'on vous raconte sans cesse que vous ne produisez pas assez, qu'avant de distribuer la richesse, il faut la produire, mais précisément, vous produisez énormément. Sauf qu'en 10 ans dans ce pays,
les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%, quand dans le même temps, sur la même période, l'investissement productif dont nous aurions tant besoin pour faire face à ces grands défis a reculé de 5% et que le salaire minimum, lui, n'a augmenté que de 12%. On ne relance pas l'activité économique d'un pays avec de tels indicateurs. Par conséquent, oui, baisse du temps de travail et véritable planification écologique. Parce qu'avec la planification écologique, nous pourrions créer bien plus d'emplois que les 160 000 que M. Castex nous promet pour 2021 avec ce plan de relance. Songez que la transition de notre modèle agricole, la transition énergétique que nous appelons de nos vœux, le changement dans les transports, l'économie de la mer, ce sont autant de solutions qui permettraient, rien qu'à L4, de créer 1,5 million d'emplois. Voilà qui nous apparaît non seulement comme beaucoup plus efficace face au chômage de masse, mais surtout, il faut prendre en charge véritablement la question de l'urgence climatique désormais irréversible. Bref, des propositions sérieuses, enthousiasmantes, pour ne pas succomber à la sinistrose ambiante de cette rentrée, il y en a et je suis sûr que Maxime les portera formidablement à l'Assemblée nationale. J'achève, les amis. Tout cela est possible à la condition de votre implication. Nous ne pouvons pas continuer avec les élections sans le peuple français. Au dernier municipal, on l'a vu, l'abstention a été écrasante. C'est notre principal défi. L'abstention a une signification politique. Les gens nous disent quelque chose en s'abstenant. Ils nous disent, si c'est comme ça, faites sans nous, débrouillez-vous. Raison pour laquelle nous continuons de porter cette idée de la nécessité d'une assemblée constituante pour que le peuple, s'il ne consent plus à la règle du jeu, puisse la redéfinir pour passer à la 6e République. Mais en attendant, vous avez une occasion formidable. Alors, faites tout ce qui est en votre possible pour y arriver. Pour terminer, mes amis, je vais citer un slogan du mouvement des Gilets jaunes qu'on a revu récemment dans la rue et qui montre à quel point, malgré toute la répression qu'ils ont subie, toutes les moqueries, toutes les insultes, les insinuations, et malgré toutes ces imperfections, et finalement les contradictions qui traversent ce mouvement, qui sont celles qui traversent le peuple français. Ce mouvement est le mouvement d'un peuple qui veut se battre pour récupérer sa souveraineté. Et parce que nous sommes des républicains, nous rappelons qu'en République, le peuple est seul souverain. Et sur les gilets jaunes, je voyais souvent cette inscription magnifique qui m'a marqué et que je réutilise souvent. Il disait « Sur les ronds-points, nous avons retrouvé la fraternité. Nous partons à la conquête de la liberté et de l'égalité. »